Professeur, je dois vous demander, qu'est-ce qui se passe, franchement? Du point de vue iranien, est-ce qu'il y a eu un accord? Et ce plan en 14 points, publié par MER, je crois que c'était l'agence de presse MER, est-ce que ce sont vraiment ces 14 points? Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est 2h41 du matin, alors j'espère que je suis encore là. Wow, merci. Non, non, c'est un plaisir. Il y avait eu des progrès jusqu'à il y a 2 semaines environ, puis Trump a ajouté de nouvelles exigences, et tout s'est arrêté. Ensuite, le régime israélien a bombardé Beyrouth la dernière fois, et l'Iran a riposté. Les États-Unis, la marine de Trump, ont attaqué l'Iran à plusieurs reprises, et l'Iran a répondu. Puis les Qataris ont transmis un message disant que les Américains avaient retiré ces exigences excessives. Donc on est revenu à la situation d'il y a 2 semaines. Mais cette fois, ce qui s'est passé, c'est que Netanyahou, eh bien, on n'avait pas d'accord aujourd'hui, ni hier, contrairement à ce qu'a dit Trump et contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre pakistanais. Donc on était toujours bloqués. C'était une impasse. Et Netanyahou, dans sa stupidité totale, est allé attaquer Beyrouth. Beyrouth, encore une fois. Exactement. Et l'Iran a dit, nous allons riposter. Et Trump était désespéré à l'idée que ça arrive. Moi, je pense que c'est à cause de la crise économique, à cause de la crise énergétique qui approche et de la crise économique qui s'annonce. Pour moi, c'est vraiment ça le fond du problème. Trump ne voulait absolument pas que l'Iran attaque parce que ça aurait conduit à une longue période d'impasse. Encore une fois. Alors l'Iran a arrêté de négocier et a déclaré qu'il allait frapper Israël. Et les Américains ont en pratique accepté les conditions de l'Iran. Autrement dit, l'impasse a été rompue parce que Trump a cédé sur ces points. Donc, le régime israélien doit mettre fin à l'occupation et à la guerre au Liban. Et bien sûr, sur tous les fronts, y compris Gaza. Mais le Liban est mentionné explicitement. Ils doivent mettre fin à l'occupation du Liban. Specifically stated they have to end the occupation of Lebanon. And also the siege on Iranian ports has to end immediately. Et puis le siège des ports iraniens doit cesser immédiatement. L'Iran commencera à rouvrir le détroit d'Ormuz vendredi. Donc ce que le régime israélien et ce que Trump doit faire, c'est maintenant. Mais l'Iran commencera vendredi. Et si Netanyahou ne respecte pas les engagements, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert. Netanyahou s'est donc mis dans une situation terrible en commettant cet acte de meurtre, en plus du génocide qui se poursuit. En menant cet assassinat à Beyrouth, il a forcé Trump à faire d'importantes concessions. Et maintenant, soit il obéit à Trump, il doit mettre fin à l'occupation, arrêter le massacre et perdre, soit il désobéit à Trump, il l'humilie et il prolonge la crise économique et énergétique. Parce que l'Iran n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz tant que l'autre camp n'aura pas respecté ses engagements. Gareth, tu peux afficher ces 14 points, s'il te plaît. D'abord, laisse-moi te demander si tu sais, est-ce bien le texte exact, le vrai texte que le président Trump va signer? Le même que celui qui semble venir de l'agence MER News. Est-ce que c'est bien ça? Parce que le premier point, c'est un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts. C'est mon téléphone portable. Franchement, je ne vois rien. C'est trop petit. Mais en gros, c'est ce dont toi, moi et d'autres, j'en suis sûr, parlons depuis quelques semaines. En général, il s'agit de mettre fin au siège. La seule différence, c'est qu'au lieu de commencer dans un mois, ça commence maintenant. Et puis, la fin des guerres. Les Israéliens doivent mettre fin à l'occupation du Liban. Et ils doivent accorder des dérogations sur les sanctions liées à l'énergie de l'Iran. Toutes les choses que vous voyez dans notre émission en ce moment. Oui, les mêmes choses. Mais excusez-moi, il y en avait une vraiment importante que je n'avais pas vue là. Alors, Gary, si tu peux faire défiler un peu plus haut pour que je la voie sur mon écran, un peu plus haut, s'il te plaît.
Je crois que c'est la numéro 4 peut-être. Bon, on n'arrive pas à l'afficher, mais d'accord. Il est en train de la faire remonter. Voilà, juste là. Engagement des États-Unis à retirer leurs forces autour de l'Iran. C'est ce qui est écrit ici. C'est différent. C'est en plus de ce dont on a parlé. Est-ce que c'est quelque chose que le président Trump a accepté? Je ne connais pas tous les détails, parce que, à 2h46 du matin, personne ne répond au téléphone. Voilà. Mais, d'après les informations que j'ai reçues, encore une fois, il n'y avait pas d'accord, contrairement à ce qui a été dit dans les médias. Et contrairement à, je ne veux pas critiquer le Premier ministre pakistanais, mais contrairement à ce qu'il a déclaré, il n'y a eu aucun accord, ni hier, ni aujourd'hui. Les négociations se sont littéralement terminées il y a moins de 2 heures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, dans les domaines où il y avait des divergences entre l'Iran et les États-Unis, et elles étaient importantes. Et c'était important, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai parlé avec quelques personnes, elles disaient qu'on ne sait pas vraiment comment tout ça va se dérouler. Mais ce que Netanyahou a fait, c'est qu'il a obligé Trump à céder sur ces questions. Donc les sionistes devraient être furieux de ce que Netanyahou a fait. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que cet accord va être appliqué. On n'en sait rien. Tout dépendra de Trump et de Netanyahou, mais surtout de Netanyahou. Et Netanyahou est dans une situation terrible parce que, comme je l'ai dit, s'il obéit à Trump et qu'il respecte ses engagements, c'est une défaite catastrophique. S'il désobéit à Trump et refuse de tenir ses engagements, il humilie Trump, et l'Iran ne respectera pas non plus ses obligations. Cela dit, je sais que vous manquez de temps. Il y a 2 points très importants que je voudrais aborder. Le premier concerne cette question-là, parce que Israël, sachant comment les choses sont perçues en Iran, a frappé le Hezbollah dans le nord de Beyrouth et a donné des ordres d'évacuation à 29 autres communautés dans le sud du Liban, ce qui semble complètement aller à l'encontre de tout, comme si leur plan était de continuer sans s'arrêter. Et d'après ce que j'ai compris, à partir de ce que vous aviez dit, et aussi de ce que d'autres dirigeants iraniens avaient déclaré sur X, il devait y avoir une riposte. L'Iran allait riposter pour en finir. Or, apparemment, vous dites maintenant que l'Iran ne va pas riposter pour cette attaque-là. Mais s'il y en a d'autres, est-ce que cette retenue va rester en place? Non, non. Le régime israélien. Nous avons déjà frappé le régime israélien et nous nous préparions à frapper de nouveau. Des missiles iraniens étaient prêts à être lancés. C'est seulement parce que Trump a accepté que les Israéliens se retirent, qu'ils mettent fin à l'occupation et qu'ils cessent les tueries, qu'aucune nouvelle frappe n'a eu lieu. Et l'Iran a dit, eh bien c'est mieux que de frapper, puis qu'il réplique et continue de bombarder le Liban, parce que dans ce cas, nous les frappions encore. Nous aurons l'avantage dans n'importe quel échange, ça ne fait aucun doute. On l'a montré pendant la guerre de 12 jours, et on l'a encore prouvé il y a quelques jours. Mais maintenant que Trump a accepté que le régime mette fin à l'occupation et cesse de massacrer des gens, c'est une victoire bien plus importante. Cela dit, si Netanyahou désobéit, alors nous ne tiendrons pas nos engagements, et nous devrons aussi punir le régime. Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe pour Netanyahou, et c'est aussi très mauvais pour Trump. Voilà. Parce que c'est justement le point que j'allais soulever. L'autre chose qu'il a dite, Trump, c'est absolument pas, aucune chance. Je crois que c'était il y a à peine une semaine, dimanche dernier, quand on lui a demandé s'il donnerait de l'argent à l'avance pour la libération des fonds gelés ou un allègement des sanctions. Et il a répondu non, absolument pas. Si plus tard ils se comportent correctement, peut-être qu'ils en auront. D'après le texte qu'on vient de montrer à l'écran, il y a 1 minute,
ces 12 milliards, enfin ces 24 milliards, doivent être versés d'avance et les 12 autres pendant la période de 60 jours. Est-ce que ça fait partie de l'accord? Yes, they will. Iran will receive. Oui, l'Iran va recevoir. Encore une fois, je ne connais pas les détails parce que j'ai parlé à personne, c'est tout récent, ça ne fait que quelques heures. Donc je ne sais pas tout. Ce que je sais, c'est ce que je vous ai déjà dit. Mais oui, l'Iran va recevoir, je crois, environ 12 milliards de dollars tout de suite. C'est de l'argent qui avait été volé et confisqué. Mais au final, sur cette période, tous les avoirs de l'Iran doivent être restitués, ce qui représente à peu près 24 ou 25 milliards de dollars. Et qu'en est-il de cette clause qui prévoit que les 300 milliards de dollars de coûts de reconstruction, autrement dit les réparations, doivent bien venir de quelque part? Ou est-ce que peu importe d'où ça vient? Et est-ce que c'est une partie non négociable? Je ne connais pas les détails de cette affaire. Mais ce que je sais, c'est que l'Iran continuera de contrôler le détroit d'Ormuz et qu'il fera payer des frais aux navires. Ce ne sera pas un péage, parce qu'apparemment ça poserait un problème de droit international. Donc ce sera présenté comme des frais d'assurance, de sécurité et de protection de l'environnement. Mais au fond, ce sera la même chose, juste sous un autre nom. Mais, à votre connaissance, le président Trump a accepté cela. Il a signé un document ou il va en signer un. Oui, mais nous n'avons pas confiance en Trump. Nous n'avons pas confiance dans le régime de Trump. Et je ne pense pas que qui que ce soit sur cette planète lui fasse confiance. Je ne crois pas non plus que le peuple américain lui fasse confiance. Donc nous n'allons pas élever nos attentes. Mais s'il n'applique pas, nous gagnons. S'il applique, nous gagnons aussi. Dans tous les cas, son recul sera retenu et l'obéissance ou la désobéissance de Netanyahou sera retenue aussi. Eh bien, c'est une sacrée position. C'est difficile à croire que le 27 février, l'Iran était encore stratégiquement dans une position bien moins forte qu'avant. Et maintenant, tout s'est complètement inversé. Si ce que vous décrivez ici se réalise, c'est vraiment stupéfiant. Ce retournement, franchement, on verra bien ce qui se passe. Pour ma part, je suis extrêmement sceptique à l'idée que ça aille jusqu'à une signature vendredi. Il y a tellement de façons pour que ça déraille. Parce que je vous le dis, si ce texte sort et que les sujets dont on vient de parler apparaissent, le président va se retrouver sous un feu nourri de la part de ses propres soutiens. Comment auriez-vous pu céder face à l'Iran? Vous avez tout concédé. Ils ont gagné, et ainsi de suite. Franchement, comment voulez-vous contrer cette interprétation-là? Je ne sais pas comment il va pouvoir revenir sur tout ce qu'il a fait. Et j'ai peur. On verra bien comment tout ça évolue. Mais j'ai peur qu'il ait été tellement pressé d'obtenir cet accord aujourd'hui, le jour de son anniversaire, pendant que tout le monde parle de ce combat de l'UFC, juste pour avoir son grand moment. Et puis qui sait, peut-être que demain, il dira encore « Ah, l'Iran n'a pas respecté l'accord, ce n'est pas ce que j'avais accepté. » Et ainsi de suite. Donc oui, j'ai peur de ça, parce que, comme vous l'avez dit, comment faire confiance à quoi que ce soit de ce qu'il dit? Mais professeur, c'est simplement le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, mais il faut se rappeler que le temps passe et que la crise économique, comme la crise énergétique, approche. Donc, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que du point de vue iranien, s'il le signe, c'est très bien, et s'il ne le signe pas, vous allez quand même continuer à vous battre et à résister jusqu'à ce que la situation économique l'impose? Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant que vous soyez venu en pleine nuit, en ce jour si important. Vraiment, merci infiniment.
C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. It's a great pleasure. Thank you for having me.